Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 7e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Julie, Élise, Mehdi et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours professionnels et personnels, des passions, des engagements. Dans l'émission du jour, nous allons vous faire découvrir, en tout cas essayer de vous faire découvrir Olivier Grieco, qui est tout simplement le directeur d'antenne bénévole de Radio Cause Commune. Donc nous allons parler de radio bien sûr, mais pas uniquement. Et en fin d'émission, nous parlerons d'ailleurs de l'actualité chaude du financement des radios. Bonsoir Olivier. Avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 16 octobre 2024 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles sur 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Surtout partout dans le monde. Surtout partout dans le monde. Alors en fait, il commence déjà à hacker l'émission, il ne me laisse même pas terminer l'introduction. À la régie aujourd'hui, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir et bonsoir à tous. Et est-ce qu'Olivier peut redire bonjour? J'avais pas allumé son micro. Mais bien sûr, je redis bonjour Julie, bonjour Merci. Fred et bonjour le monde. Partout ailleurs en streaming. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Pour cela, notre téléphone est branché. Appelez-nous au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Ou alors vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Alors, c'est un peu un défi cette émission aujourd'hui parce que Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, n'a pas du tout l'habitude d'être de ce côté du plateau et surtout n'a pas du tout l'habitude d'être la personne interviewée. Donc j'ai envie de te poser la première question, tout simplement, comment tu te sens ce soir de ce côté ? Alors, comme d'habitude, j'aime bien les situations un peu inédites. Donc, c'est effectivement une situation inédite en ce qui me concerne. Donc, je me sens comment ? Plutôt bien. Mais en découverte d'un espace et d'un temps que je ne connais pas. Voilà, parce que je vais préciser, donc Olivier, outre son travail, enfin son action plutôt de directeur d'antenne, et on en parlera tout à l'heure, est souvent plutôt côté régie, pour son émission du lundi soir sous les lapsus de l'actu avec Patrick Brunto, ou pour tout simplement réalisation d'autres émissions. Donc il est rarement de ce côté, c'est-à-dire du côté invité, et encore moins souvent le cas de répondre à nos questions. Oui, et encore même plus, depuis 6 ans qu'existe Cause Commune, ça fait seulement depuis 1 an que j'ai mon émission avec mon camarade Brunto. Donc oui, non, c'est assez inédit. Tu m'as posé la question, en fait, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit ok, mais si j'avais réfléchi 2 minutes, j'aurais dit non. Alors c'est pour ça que j'ai posé la question très tard, en fait, en me disant, alors pour vous raconter les coulisses de Chemin de Traverse, on n'avait pas d'invité pour cette émission et en fait, suite à l'actualité du financement de la radio dont on parlera tout à la fin, en fait, je me suis dit, tiens, c'est le prochain invité, il faut que ce soit Olivier pour qu'il nous parle justement de comment il en est arrivé à créer Cause Commune, mais ça va être le sujet de l'émission. Alors par hasard, fin d'émission. Fin d'émission, voilà. Alors d'abord, dans l'émission Chemin de Traverse, si vous commencez un petit peu à écouter, vous savez qu'on aime bien parler des parcours avant d'aborder le cœur du sujet. Bon, là, on va beaucoup parler de radio et j'ai envie de te demander quel était ton comment dire, quand tu étais jeune, en fait, est-ce que tu écoutais la radio ? Quel était ton lien avec la radio ? Est-ce que tu avais une radio chez toi ? Est-ce que tu écoutais Alors, je suis, malgré ce qu'on peut-être imaginer en entendant mes sélection musicale plutôt punk et progressiste et mon côté un peu naïf à prêcher la révolution, je suis plus vieux que je ne le parais et du coup je fais un peu partie de cette génération dont les parents avaient encore une radio dans leur cuisine. Donc, alors t'es de quelle génération ? Vas-y, dis-le. Alors je suis né en 73. Ok. Donc je viens juste de fêter mon anniversaire. Si vous voulez appeler au 09 72 51 55 46 juste pour dire joyeux anniversaire. Alors en sachant que je déteste fêter mes anniversaires, mais au moins on aura un moment d'antenne, pourquoi pas. Faites-le. Du coup 73, voilà, je suis un peu vieux en vérité, et de cette génération dont les parents plus que la télé en fait étaient des auditeuristes de radio. Donc j'ai été un peu baigné là-dedans. Alors évidemment,
N'étant pas parisien dans les années 80, hein, l'époque à laquelle je pouvais éventuellement accéder à la compréhension de ce qui se passe dans les radios ou encore dans la télé, on avait surtout des radios périphériques et nationales et pas vraiment encore et notamment je flèche là le tout début des années 80, après que la gauche ait remporté l'élection et que François Mitterrand soit devenu président de la République, dont je me souviens que mes parents, quand même, il y a une histoire, ont sabré de champagne ce soir-là. En mai 81, donc. En 81, et qui a évidemment libéralisé la bande FM. C'était une promesse de campagne, et donc c'est plutôt à Paris que se passait l'émulation au niveau de la FM, et il m'a fallu attendre mes 12 ou 13 ans de bidouilleur, j'étais comme ça, pour essayer de bricoler des antennes et capter les radios dites jeunes et indépendantes qui étaient émises sur Paris. Alors justement, j'ai une question particulière. Dans une rare interview que tu as donnée, donc à l'UMA l'an dernier. Oh là, ouais. Ouais, à un moment tu dis, quand tu étais jeune, on tombait sur des programmes en russe, je ne comprenais rien. Tu disais, il a commencé à bidouiller des antennes, et là tu précises, on tombait sur des programmes en russe, je ne comprenais rien, mais ça me fascinait. C'est vrai? Ouais. Oui, ben ça c'est vrai, parce qu'on avait, et d'ailleurs on les a toujours dans le sous-sol de la maison familiale, tu sais, ces postes très jolis qui captaient de l'AM, de la FM et du Go. Et il y a encore effectivement des radios AM et Go, donc c'est une question de propagation d'ondes et de singularité de fréquences qui font que effectivement tu pouvais, et tu peux encore d'ailleurs sur les ondes Go ou AM capter à Paris des émissions de Russie, d'Ukraine, enfin voilà, du monde. Ça c'est juste du coup une bonne illustration du fait que la bande FM à Chartres, où je suis né, était assez pauvre en réalité. Alors je te dis, il y avait une radio dans la cuisine familiale, évidemment, elle était sur RTL. Je me souviens des fameuses valises, c'est etc. Ce que j'allais dire, oui. Voilà, etc. Et au final, j'ai plutôt tendance à dire que le monde libre de la radio, je l'ai plutôt abordé du côté de la télévision, puisque au milieu des années 80, c'était la télévision nationale, pas encore privatisée, notamment TF1 ou encore Antenne 2, qui créer vraiment des contenus très subversifs et très en phase avec les années 80 qui ont été quand même assez spécifiques. Comme exemple d'émission, tu penses par exemple à Droit de réponse de Pollack? Évidemment. Évidemment, ok, d'accord. Évidemment, Droit de réponse, et il y en avait d'autres. Mais Droit de réponse, oui. Alors après, voilà, ça, c'est aussi lié, j'imagine, à l'environnement familial. À l'époque, j'avais un peu à gauche, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'avais une grande sœur qui, elle, était déjà en études sur Paris, qui revenait les samedis, qui allumait directement Droit de réponse, et moi je me retrouvais gamin à regarder Droit de réponse avec elle. Donc voilà. Et en fait, cette émulation qui évidemment se vivait sur la bande FM à Paris, moi je l'ai plutôt approché par l'intermédiaire de la radio, de la télé, pardon. D'accord. Et c'est comme ça que effectivement je me suis dit bon, il doit y avoir des radios sympas quand même à Paris, et c'est là que j'ai commencé à essayer de bidouiller dans le grenier des antennes, et à commencer à réussir à capter des radios parisiennes. D'accord, ok. Donc on va parler un petit peu de ton parcours. Donc
Comment ça s'est passé les études, collège, lycée? Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu allais t'orienter ou pas professionnellement? Pas du tout. Bah non, on avait cette chance, nous, les vieux nés en 1973, de pas être obligés comme les mômes aujourd'hui de savoir dès la seconde parce que ils vont être inscrits dans un système concurrentiel, notamment évidemment personnalisé autour, j'y vois un démon par Parcoursup par exemple, de savoir exactement ce qu'on voulait faire dans notre vie en fait. Donc non, moi j'ai toujours été plutôt un bon élève. En tout cas au collège. Après, bon, voilà, le lycée a été un peu plus particulier. Et puis on avait à l'époque, à la sortie de la terminale et de l'obtention du bac, qui manifestement valait un petit peu quelque chose. À l'époque. Ouais, bah, j'aime bien être un peu cynique et provocateur. 09 72 51 55 46 pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord. On avait la possibilité de s'inscrire absolument où on voulait et dans la filière qu'on souhaitait, sans avoir à faire des lettres de motivation, d'avoir fait des stages humanitaires pour construire des pompes à eau au Sahel ou autre. Voilà, on pouvait s'inscrire. Donc voilà. Et donc tu t'es inscrit où en fait alors après le bac? Alors après le bac, moi je me suis inscrit en histoire à Orléans. Ok. Pas trop loin de Chartres? Non. C'était un peu la fac qui était un peu logique. En fait, quand t'étais étudiant, tu sortais du lycée à Chartres, tu pouvais soit t'inscrire à Paris, effectivement, soit t'inscrire à Orléans, soit à Tours. Voilà. Et alors pourquoi j'avais choisi des études d'histoire? Parce que alors j'ai l'air de dire que tout a roulé, etc. Non, j'ai eu un lycée absolument chaotique où j'étais très bon élève en seconde, et puis à partir de la première, il se trouve que j'ai eu autre chose à faire, donc j'ai fait une première S. Première scientifique. Ouais, puisque j'étais bon en seconde et que c'était l'époque où il fallait absolument faire première S. Je me suis retrouvé en première S, et puis en fait ça m'a fait chier, donc je suis pas allé en cours, je suis allé en cours à peu près 2 mois. Du coup, je me suis réinscrit en première B, qui était les sciences économiques et sociales. À l'époque, qui doit correspondre à je sais même pas à quoi aujourd'hui, bref, et du coup j'ai fait cette première B, ensuite cette terminale B que j'ai raté Une première fois à 3 points au rattrapage. À l'oral? Tout à fait. D'accord, ok. Alors pourquoi? Parce que du coup, autant la première que la terminale, pareil. Hein, j'étais un peu le rebelle de la bande. Et du coup, je suis très peu allé en cours. Et effectivement, quand je me suis retrouvé au rattrapage avec 29 points à rattraper, le prof de géo, je crois, était en train de regarder mon dossier scolaire quand j'étais en train de répondre à son invitation à gagner des points. Et du coup, je lui ai dit, mais si vous lisez mon dossier scolaire sans écouter ce que je vous dis, je vois pas trop à quoi ça sert. Et il m'a dit, je pense que votre dossier scolaire est plus intéressant que ce que vous me dites. Et du coup, je me suis dit, bah très bien, dans ce cas, je vais vous laisser avec mon dossier scolaire. Je me suis levé, je suis sorti. Donc, il m'a mis exactement la note qu'il me fallait pour ne pas avoir mon bac. Bon. Ça c'était la première fois. Voilà. Ça m'a permis de faire une seconde terminale et d'avoir du coup après une mention assez bien sur la deuxième terminale, sans plus aller en cours, mais en ayant un peu plus compris les codes et surtout en ayant envie de faire autre chose, donc pas trop envie de perdre de temps, parce que voilà, c'était un peu mon truc, c'est tu testes des machins. Bon, ok, à un moment, on te met une barrière, il faut s'adapter. Je crois qu'on parlera ça tout à l'heure, dans tes passions de trouver des failles ou de t'adapter, voilà, passer par les interstices. Bon, bref. Là, je savais qu'il fallait que je m'adapte sur le truc. Donc très bien. Bac B, ok. Et tu inscris en histoire. Et en histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sciences politiques m'intéressaient beaucoup et a priori, à l'époque, et j'imagine encore aujourd'hui, c'était plutôt une filière
assez pertinente pour faire des sciences politiques. Bon, il se trouve que ce que j'avais pu vivre au lycée pour N raisons, le fait de faire d'autres choses que d'aller en cours, je l'ai un peu aussi expérimenté en fac. Et là encore, je reviens à ces années dorées qu'on a pu vivre nous, et que les mômes aujourd'hui sont un peu plus en difficulté de faire ces choix de traverse, de parenthèse dans leur cursus scolaire. Donc voilà, j'ai fait le premier semestre que j'ai obtenu d'ailleurs, et je suis pas allé au Continue, on a un appel téléphonique, mais continue, Olivier. Je suis pas allé au... Ouais, mais si on commence comme ça va être super long, quoi. Je suis pas allé au partiel on va aller je suis pas allé au partiel... Non, parce que je suis trop bavard, quoi. Je suis pas allé au partiel de second semestre parce que, entre-temps, je m'étais dit, en fait, non, c'est de la socio que je veux faire. Ok, alors on va revenir sur la socio juste après. On a un appel, donc priorité évidemment au direct et à l'auditorat. Bonsoir. Si ça marche. Si ça marche, oui, je pense que... Bonsoir. 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 Salut. Quel est votre prénom? Loïs Couchet. Ah d'accord, ok. Bonsoir Loïs. Alors vas-y. C'est pour souhaiter un bon anniversaire. Ah bah t'es trop mignon, merci Loïs. On se connaît pas, mais je te Mignonne. remercie. C'est Mignonne, pardon, fille. excuse-moi. Non, c'est pas grave. Bah tu vois, non, je C'est un prénom suis mixte. désolé. Donc, Merci. tu voulais souhaiter un bon anniversaire à Olivier, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on m'a dit que c'était son anniversaire. Bah et ouais. les jours d'anniversaire, c'est les meilleurs jours de l'année. Alors c'était la semaine dernière, hein, Loïs, mais Ah, bon, bah, avec une semaine de retard. alors. ouais. Mais il n'est jamais trop tard pour un anniversaire. Ben non, absolument. Mais donc là, du coup, tu viens de me souhaiter une année supplémentaire, alors que je ne supporte pas d'avoir plus de 50 ans aujourd'hui. Oh non, mais non, la jeunesse commence à 50 ans. Ah, mais t'as raison. Mais on va dire ça comme ça, Loïs. Mais tu sais Ben, pourquoi je elle te dit ça? remercie. Parce que sa mère a 50 ans. Ah, c'est pour ça. Et son Et père quel 54. déprime. Non, mais non. Bon écoute, Le début de la vie. merci Loïs en tout cas d'avoir appelé. Ben, c'est super mignon. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée Loïs. Bonne soirée, Bisous. au revoir. Salut. Alors, donc c'est sociologie, donc t'entends des études de sociologie, est-ce que tu vas au bout? Bien sûr. D'accord. Pourquoi bien sûr? Parce que Non, enfin, bien sûr, ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles aller au bout? Est-ce que t'as un Non, t'as je ne diplôme. suis pas. Ok. Je ne suis pas allé au bout. Non, la logique aurait voulu que après la maîtrise, je poursuive en DESS à l'époque, puis en thèse. Et effectivement, c'est un autre sujet. Pourquoi à l'issue de la maîtrise? Alors, je sais pas, c'est le master 1 aujourd'hui, j'imagine. Je crois, oui. J'ai un doute, là. Franchement, voilà, ça a beaucoup changé, oui. Non, je pense que c'est le Master 1, le niveau maîtrise, donc c'est le bac plus 4. En fait, je me suis retrouvé en sociologie à Tours, donc. 2 ans après, enfin 1 an après l'obtention de mon bac, dans un laboratoire qui était à l'époque. Et c'est là que c'est assez intéressant de voir comment les labos d'université fonctionnent, qui était à l'époque dominé, on va dire ça comme ça, par une sociologie qui m'intéressait. C'était plutôt une sociologie critique, à base d'Edgar Morin, de Maffezoli, etc. Alors Maffezoli qui a extrêmement mal tourné aujourd'hui, mais peu importe. Et il se trouve que pendant mon cursus de sociologie, il y a eu un basculement de ce labo, une prise de pouvoir par la droite de la socio, hein, représentée par les Crozier, les Talino, etc. Et du coup, ça devenait moins intéressant pour moi de poursuivre un cursus de chercheur, en gros, dans cette dans ce labo, dans cette UFR, cette unité de formation, je sais pas quoi là, dans laquelle j'étais extrêmement bien inscrit, puisque dès la 2e année, j'étais titulaire d'un poste qui m'a permis pendant les 2 années suivantes, 3 années, parce que j'ai fait ma maîtrise en 2 ans, de m'occuper de la bibliothèque de l'UFR, où je faisais du tutorat de premier niveau d'étudiants. Je sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui, mais ça se pratiquait beaucoup à l'époque où des étudiants de niveau supérieur
accompagner des étudiants qui venaient d'arriver. Tout à fait. Moi, en fait, dès le Doc 2, je me suis retrouvé à avoir des heures à la bibliothèque de l'UFR de sociologie et à assumer et à assurer du tutorat d'étudiants de première et deuxième année. Et puis évidemment de licence également. Donc voilà, moi j'ai été effectivement salarié de la fac dès le Doc 2 en fait. Enfin, c'est bon, tu vas pouvoir partir à la retraite rapidement alors. Alors non, parce que du coup, c'était une blague. Cotisait. Non, mais du coup ça a été. Non, mais c'est marrant parce que ça a été un sujet par rapport à ma maîtrise, mais peu importe. Et du coup, oui, voilà. Enfin, c'était assez naturel que je poursuive en fait mes études dans ce département. Il y a eu cette bascule de pouvoir. J'ai pas eu envie de jouer des coudes. J'ai pas eu envie de faire ce qu'on attendait de moi en fait. Et du coup, à l'issue de la maîtrise, j'ai préféré accepter un poste qui avait été proposé aux étudiants de la maîtrise de Tours de cette année et j'avais participé au recrutement, on m'avait choisi et du coup j'avais préféré aller prendre ce poste comme en tant que chargé d'études en logement social plutôt que de continuer en DEA. Ouais, c'était le DEA. Ouais, je crois. En DEA puis en thèse. D'accord. Voilà. Donc t'as commencé. Et d'ailleurs, je me souviens encore du directeur, du néo-directeur du département qui pouvait pas me blairer à l'époque. Enfin. Parce que évidemment, quand j'aime pas les gens, forcément de base, je leur dis et du coup, c'est un peu compliqué de m'aimer en retour. Et du coup, m'avait dit, mais t'es sûr? Viens faire un DEA. Je comprends pas pourquoi tu t'en vas, quoi. Et bref, je suis parti du coup à Saumur pour 3 ans de contrat dans le logement social pour être chargé d'études. Donc là, c'est vraiment le début. En politique de la ville. En politique de la ville. Donc c'est vraiment le début de l'activité professionnelle. Absolument. Et donc pendant 3 ans. C'était quoi? C'était un contrat de 3 ans ou c'était? Ouais, c'est ça. J'étais contractuel de la fonction publique en fait. Donc 3 ans effectivement. Ouais. D'accord. Contractuel de la fonction publique et j'étais dans l'office public d'HLM de Saumur et en fait c'était l'époque, le début des années 90 où les financements et les projets autour des logiques de renouvellement urbain étaient très en vogue. Et en fait, j'avais été recruté par un cabinet de sociologues qui avait été mandaté par l'office public d'HLM de Saumur pour organiser la démolition-reconstruction d'un ensemble d'un ensemble urbain, voilà, qui avait été oublié, voilà, qui était délabré, etc. Et donc j'ai eu en charge de négocier avec les familles dont on allait détruire les logements, le prochain relogement et surtout la typologie la reconstruction de ce qui allait être fait. D'accord. Voilà. Et à la fin des 3 ans, le contrat n'a pas été renouvelé ou tu as préféré arrêter? Non, en fait, on m'a proposé du coup un poste dans l'office. Il faisait un poste de chargé de peuplement. De peuplement. Ah ouais, je trouve ça assez immonde, mais c'était un peu ça. Le repeuplement déjà. Ouais. En fait, on était déjà dans une logique de gentrification, évidemment, des espaces urbains populaires. Et bon, évidemment, j'ai dit non et ça tombait bien puisque ma compagne, elle partait à Toulouse pour poursuivre ses études en histoire de l'art et du coup j'ai dit non, en fait, je m'en vais à Toulouse. Pour la suivre. Pour la suivre. D'accord. Et pour m'inscrire dans une autre maîtrise de fac. Ah d'accord, donc tu as repris des études? Ouais, bien sûr, mais 6 mois. Ah ok, 6 mois, d'accord. Ok. Et donc, là, on était en 98. D'accord. Et à quel moment, parce que à quel moment tu deviens entre guillemets journaliste ou tu commences à avoir un taf de journaliste? C'est à ce moment-là?
Non, pas du tout. C'est après. C'est quand je suis revenu, quand j'ai quitté Toulouse. D'accord. Au bout de 6 mois, parce que je supportais pas la ville et en fait, je m'étais inscrit à la fac en sciences politiques, mais ça m'intéressait pas en fait. Et du coup, je suis revenu à Paris en disant bon bah à ma chérie, bah vas-y, finis ton truc et puis on verra après. Moi, cette ville, je supporte pas. Et du coup, c'est là que je me suis lancé dans les recherches de stages. Dans le journalisme. Alors pourquoi le journalisme ? Ouais, parce que c'est le côté, je pense qu'à la base c'est un peu le fantasme du côté poil à gratter qui m'intéressait, et puis c'est aussi surtout ce qui m'anime en règle générale, c'est la transmission d'une certaine imprégnation que tu peux avoir de ton époque et de ce que tu as envie d'en restituer à toutes et toutes, et du coup voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu là-dedans. D'accord. Pas avec succès d'ailleurs. D'accord, oui, pas avec... Mais on va en parler, je sais pas, parce que je crois que c'est dans cette partie journaliste que tu as commencé à retrouver, à rencontrer la radio après la pause musicale. Après la pause musicale, parce que les gens ont toujours besoin de faire une petite pause, une petite respiration. Alors, on va commencer par Delgrès. On va écouter Promis le ciel par Delgrès. On se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Quand j'ouvre les yeux, je pense au monde qu'on a fait. Je regarde autour de moi, tellement de monde dans la peine. Manque à moi pour qui raison nous cacoumer, qu'on sait toujours où ailleurs. Elle savent bien qui j'en sais que fini, oui nous savent ça qui finit à la fin. Chaque matin quand je me réveille, j'entends toujours les mêmes paroles, qu'animé radio en moins. Tellement de paroles de haine. Mais à dans le cœur, moi, tu me dis fait. Et moi, pareil, pour moi, goumer. Si moi, ni frère, moi, et moi. Bonjour, Kevin, nous peut gagner. Et moi, commandez-moi pour qui raison nous cacoumer, qu'on sait toujours. Les nous savent bien qui j'en sais qui est fini, oui nous savent ça qui dit à la fin. C'est le butin qu'avant moi posté, si à Timoun en moi. C'est le butin qu'a fait moi peur. Si un jour, quittez-moi. Oh, 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 comment commandez-moi pour qui raison nous cacoumer, qu'on sait toujours où ailleurs. J'en sais qui finit, oui nous savent ça qui dit à la fin, oui. Et moi demandez-moi pour qui raison nous cacoumer, qu'on sait toujours où ailleurs. Et nous savons bien qui j'en sais qui finit, oui nous savent ça qui dit à la fin.
Cause commune 93.1. Nous venons d'écouter à la fin par Delgrès, je crois que j'avais annoncé Promis le ciel, j'ai dû me tromper. Vous êtes donc toujours sur Radio Cause Commune 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm. Et si vous voulez participer à notre conversation, je vous rappelle le numéro 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission du soir, Cause Commune, le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Chemin de Traverse. Et nous sommes toujours avec Olivier Grieco, notre directeur d'antenne bénévole. Donc dans la première partie de l'émission, il y avait alors 3 parties dans l'émission, hein. Ah, il y en a 3. Il y en a 3, oui, parce qu'il y a 2 pauses musicales. Donc, parce que ces gens font des émissions avec des conducteurs et tout. Exactement. Ouais. Et encore, moi, j'ai un petit conducteur. Si vous voyez le conducteur de Julie, qui est une carte mentale, Julie qui est en régie aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. J'en ai pas dormi pendant 2 jours. Je me dis, c'est comme ça qu'on fait de la radio. Donc, juste avant la pause musicale, on a un petit peu parlé de ta début, entre guillemets, de carrière, en tout cas tes aventures. On en est arrivé à l'intérêt au journalisme, notamment pour, quelque part, retranscrire le monde aux personnes, quelque part, si j'en ai bien compris. Et c'est à ce moment-là que tu vas... alors, je sais pas si tu travailles pour un site d'actu radio ou autre, c'est ça? Ouais, alors en fait, du coup, je quitte Toulouse, je trouve un stage. Alors, on est à la toute fin des années 90, au tout début des années 2000, et pour celles et ceux vieux comme toi et moi, Fred, se souviennent de la bulle Internet, de toutes ces boîtes de com, d'agences de contenu, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont fleuri dans le paysage entrepreneurial. Et il se trouve que en quittant Toulouse, j'ai trouvé justement un stage de 6 mois dans une de ces agences de contenu où j'ai pu écrire des articles de jardinage pour le magazine de Carrefour par exemple, ou pour je ne sais quel autre site de merde commercial, où il fallait à cette époque avoir des contenus pertinents sur le web. Donc voilà, donc un super bon entraînement en fait sur l'écriture au kilomètre de papier sur des sujets dont t'as absolument rien à foutre. Et voilà. Et donc à l'issue de ce stage, parce qu'il n'était pas question évidemment d'avoir un poste là-bas. Et suite à diverses contacts que j'avais pu avoir sur les sites de l'époque où on faisait du recrutement de journalistes, j'avais été interpellé par l'initiative de quelqu'un qui s'appelle du coup toujours Yann, son nom c'est Le Tanou. Alors je sais pas ce qu'il est devenu Yann, mais si tu nous écoutes, bonjour à toi, qui montait à l'époque un site d'actualité sur les radios. Qu'il avait appelé lefilradio.fr. C'était lefilradio.fr. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait un concurrent de ce site qui était déjà plus ou moins installé, qui s'appelait Radio Actu. Et qui existe toujours, mais qui n'a rien à voir avec le site de cette année 2000, puisque entre-temps il a été racheté, voilà. C'est devenu un tunnel à pub, mais voilà. Et mais il manquait effectivement à cette époque véritablement, ou en tout cas non, il manquait pas, mais puisque Radio Actu existait, mais il pouvait manquer un autre site d'actualité qui un peu pluralisme ne fait pas de mal. Non, mais absolument, qui aborde sur d'autres angles l'actualité des radios. Yann était un vrai passionné de la radio et donc voilà. Et c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec lui. Alors c'était totalement bénévole, hein. Encore une fois, là on était vraiment dans une époque assez particulière où en jonglant entre le statut d'étudiant, les inscriptions à Pôle emploi, etc., on pouvait se permettre de tester des choses. Là je me souviens qu'en l'occurrence à l'époque j'avais pas vraiment de revenus, mais ma compagne aussi revenant de Toulouse et ayant chopé un
un stage rémunéré, voilà, enfin voilà, on pouvait vivre, voilà, à cette époque en testant des trucs. Alors ça a l'air d'être de faire un truc un peu vieux con, mais bref. Et du coup, bah j'ai travaillé avec Yann. On était deux en fait, en vrai. D'accord, ok. Quand tu dis qu'il y avait un site, moi je pensais qu'il y avait une équipe. Non, à la base il était tout seul. D'accord. Et donc du coup j'étais avec lui. Alors lui c'était un dev aussi. Alors il travaillait à l'époque, c'était le webmaster du site de La Recherche. Du journal de La Recherche ? Ouais, d'accord. Parce qu'il était biologiste de formation, mais dev aussi, etc. Dev, c'est développeur. Ouais, développeur, pardon. Et du coup, il était webmaster. Son boulot qu'il rémunérait, c'était webmaster du site web de La Recherche. Et du coup, le fil radio, c'était vraiment codé à la mano, c'était du PHP pur, etc., etc. Donc voilà, c'était assez sympa. Et encore une fois, je sais pas ce qu'il est devenu. Mais voilà, parce qu'on perd les gens et c'est dommage. Et j'espère que à un moment ou à un autre, je saurai ce que tu es devenu. Alors ce soir, c'est pas sacrée soirée, donc il ne va pas débarquer. Non, je suis désolé. Non, je sais. Mais si quelqu'un a des nouvelles, effectivement. Voilà, tu vois, j'ai jamais parlé de ce site à la radio, donc c'est assez amusant. J'avais prévenu qu'on allait apprendre des choses sur toi ce soir. Donc le fil radio. Et du coup, donc j'écris quelques papiers et puis on se retrouve précisément en 1980. 2021 à un anniversaire quand même particulier. Les 20 ans de la radio libre. De la libération des ondes. De la libéralisation. Libéralisation, oui. Libéralisation des ondes. Donc je dis à Yann, bon, on va faire un papier sur le sujet. Et du coup, il me dit bah ouais, allons-y. Et du coup, je regarde un peu mon annuaire. Ça faisait un petit peu, peu de temps du coup que j'habitais Paris. Donc je regarde l'annuaire. Qu'est-ce qui reste, parce qu'on avait encore des annuaires papier à l'époque. Et je regarde qu'est-ce qui reste comme radio associative datant des années 80 à Paris. Et j'en trouve quelques-unes. Bon, il y avait Radio Libertaire. Il y avait Aligre FM, il y avait Radio Ici et Maintenant, et puis il devait y en avoir une ou deux autres, mais je me souviens plus. Bref, j'ai écrit absolument toutes les radios. Donc Aligre FM me répond pas, mais même quand on a eu la fréquence qu'on allait partager avec eux et qu'on aura... Non mais on est d'accord avec Nadia, qui est la présidente pour admettre qu'ils ont un problème avec leur mail, donc tout va bien. Donc Aligre FM me répond pas. Libertaire, évidemment, on imagine qu'ils ont une adresse mail mais qu'ils la consultent pas. Donc tout va bien. Et du coup, le seul qui me répond en fait quasiment dans la minute, c'est le président de Radio Ici et Maintenant, Didier Deplège, qui me dit ok, samedi 13h, 8 rue Violet, Paris 8. Pour que tu l'interviewes. Ouais, je suis ok, bon, j'y vais. Bah oui. Voilà. Ma seule interview. Bon, ça, je crois qu'Ici et Maintenant, en 2001, venait juste de reprendre ses programmes après avoir été interdit d'antenne par l'Arcom, puis l'avoir regagné, par le CSA à l'époque, puis l'avoir regagné après une plainte au Conseil d'État pour abus de pouvoir, etc. Donc ils étaient voilà, ça faisait 1 an qu'ils reprenaient l'antenne. Bref. Et donc je me retrouve devant il me dit 8 rue Violet, mais en fait il me donne rendez-vous dans le bar d'en face, qui était un bar assez cool. Bref, et donc voilà. Donc je fais mon interview et tout, et le mec me dit écoute, il se trouve que parce qu'ils étaient assez précurseurs sur un certain nombre de sujets chez Radio Ici et Maintenant, même si on peut leur reprocher ce qu'on veut en termes de programmation, etc. Mais en tout cas, ils étaient hyper précurseurs sur un certain nombre de sujets, et notamment sur tout ce qui relevait de l'innovation technologique. Et le mec me dit, écoute, à 14h,
sur Radio Ici et Maintenant, il y a une émission consacrée aux nouveaux médias, puisque au début des années 2000, on parlait des nouveaux médias et des nouvelles formes de l'information et de la communication. Les NTIC à l'époque, nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ça. C'est ce que tu cherchais. Ouais, merci Fred, je te remercie. Bah, je suis aussi vieux que toi, donc. Ouais. Et c'était exactement ça. Et effectivement, il y avait depuis quelques mois sur l'antenne une émission à 14h qui traitait justement des nouveaux médias. Voilà. Et il me dit, si tu veux, tu peux être l'invité de Mao, qui à l'époque tenait ce rendez-vous sur les nouveaux médias. Alors Mao, pour celles et ceux de notre génération et qui se sont à un moment ou à un autre intéressés au tiers secteur de l'audiovisuel, ne peuvent pas ne pas le connaître, puisque il a frayé précisément dans tout le mouvement, alors je sais pas s'il est encore vivant, tout le mouvement du milieu des années 80, qui après la libéralisation de la radio a cherché à libéraliser l'accès aux fréquences de télévision hertzienne. Donc on parle de Zaléa TV notamment. Télébocal continue d'exister. Ils ont fait partie de ce mouvement aussi. Alors Télébocal, c'est la chaîne que vous pouvez trouver au niveau de la TNT sur la chaîne 330, 5 ou 6, et je vous encourage à 3h du matin, si vous avez rien d'autre à foutre, que d'aller regarder Télébocal. Bref, donc il me dit, tu peux être invité. Je suis bah ok, pourquoi pas. Et voilà, enfin, là, ça paraît complètement fantasmé, ce que tu veux, mais je me suis retrouvé invité, j'ai mis le casque sur les oreilles, j'ai commencé à parler au micro, et il y a une magie qui s'est opérée en fait. Alors que j'avais jamais fait de radio de ma vie. Tes yeux ont brillé. Je sais pas si mes yeux ont brillé, mais en tout cas ceux du directeur de l'antenne, président de l'époque, Didier Deplège, manifestement brillé, puisqu'à la fin de l'émission, il me dit, bah écoute, si tu veux une émission ici, il y a zéro sujet, quoi. Donc en fait, on va résumer. Tu l'as quand tu veux. Tu viens pour l'interviewer, Ouais. tu repars avec ton émission. Bah en gros, ouais, Voilà. sauf que... C'est la magie aussi de ces radios à l'époque. Ouais, bah grave. Et sauf que en vrai, moi j'ai autre chose à faire. Enfin, tu vois, je le donc tu rappelle refuses. pas. D'accord. Non, c'est pas que je refuse. Je fais oui, ok, je vous rappellerai, machin. Et du coup, genre 2 mois après, il m'écrit en me disant, bah je comprends pas, t'es pas venu. Alors je fais ouais bah ok. Et du coup là j'y suis allé et j'ai pas quitté la radio pendant 4 ans. Et ton émission portait sur quoi? Donc sur des technologies en fait. Non, 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 pas du tout. Des Non, antennes libres, tu faisais, c'est ça? Non, en fait, il s'est passé plein de trucs. C'est-à-dire que d'abord, On peut pas finir à 2h du matin, je te non, rappelle. mais ouais, je sais. Non, mais d'abord, j'ai effectivement repris le créneau du samedi. Ensuite, très rapidement, je me suis retrouvé sur les nuits du dimanche et du lundi. Et les antennes libres qui étaient... alors, le concept, c'était revue de presse, revue d'actualité, antenne libre. Et je me suis retrouvé à produire, enfin du coup à animer les antennes libres du mercredi et du vendredi de 14h à 17h. Donc, Et sur les Radio, samedis de 14h à 16h, et les lundis et les dimanches soirs de 23h à 7h du matin, et les lundis de 23h à 7h du matin. Donc pour répondre à la question de Julie, c'était sur Radio Ici Maintenant. Oui. Donc tu faisais des heures et des heures d'antenne. Oui. Et à côté de ça, tu travaillais ou pas? Alors, Non, parce que on a bien compris que c'est samedi, dimanche, la nuit, mais non, à cette époque, alors en vrai, à cette époque, c'était un peu de la bidouille entre Pôle Emploi et du black de la ça radio. s'appelait l'ANPE même. Ouais, tout à fait. L'Agence nationale pour l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi, absolument. Et du black par Radio Ici Maintenant, c'est ouais. ce que tu viens de dire. Ok, Ouais. d'accord, ok. Et il se trouve que voilà, en 2004, ma compagne et moi
attendions un heureux événement. Alors c'est la question que toujours je sais la pas... même. Ouais, en fait, c'est la question que je n'osais pas poser tout à l'heure. Est-ce que c'était la même qu'actuellement? Bien sûr. Voilà, mais bien sûr. Tu réponds à la question. Là, Catherine, qui par exemple assume le site de Radio Cause Commune, on se connaît, on est ensemble depuis le lycée, donc voilà, c'est toujours la même. Voilà. Oui, non, mais je posais pas la question parce que j'étais pas sûr. Voilà, on fait des mots. Non, c'est la même. Et donc vous avez un premier enfant. Ouais, 2004. Et là, donc je me dis. Et donc là, il faut bosser, c'est ça? Bah ouais, je me dis, il va peut-être falloir trouver un truc. Et là, il se trouve que j'ai un de mes potes de sociaux qui lui était en philo, mais on avait la chambre universitaire. Voisine, donc on était devenus potes. Il me fait bah écoute, moi je bosse là, si tu veux venir, c'est cool, tu peux viens et tu passes un entretien et si ça te plaît tu prends. Et c'était quoi? Alors du coup c'était là que c'était intéressant. C'était un poste de supervision H24 dans une boîte. Alors j'ai rappelé qu'on était dans la bulle internet à l'époque, d'une boîte qui s'appelle encore, non je vais pas la citer, ça sert à rien, mais qui faisait dans le monitoring de la qualité de service des services Internet et téléphonique des grands comptes. D'accord, donc en fait une société qui s'assurait que ces services informatiques fonctionnent H24 et en aucun incident quelqu'un intervienne. Absolument. Et là le job qu'on me proposait c'était de rejoindre ce service H24 et du coup c'était génial parce que H24 ça voulait dire que... Ça tournait. Bah ouais, et ça voulait dire surtout que j'allais travailler 3 nuits, puis j'allais être tranquille 4 jours, etc. Mais c'était un poste technique ou pas, ou organisationnel? Ah non, essentiellement technique. Mais alors où est-ce que tu avais pris la technique? Parce que dans ton parcours, j'ai pas compris. Il n'y a pas d'informatique. Il n'y a pas d'informatique dans ton parcours? Sinon en mode môme, moi j'ai eu un Commodore 128. Oui d'accord, mais comme tout le monde, pas comme tout le monde, mais comme à l'époque pour les gens de ta génération. Parce que j'ai toujours aimé ça. D'accord, mais donc tu t'es formé sur le tas. Complètement. Ok, d'accord. Parce qu'aujourd'hui on va y revenir à la fin si on a le temps, c'est-à-dire vers 2h30 du matin. Ouais. Aujourd'hui tu es DSI d'une structure, directeur d'un système d'information. Oui. Bah on pourra parler évidemment de plateau urbain puisque ça fait partie de l'histoire de Cause Commune aussi. Ouais. Mais de Libre à toi notamment, l'association qui est on va en parler juste après Libre à toi qui est titulaire de l'autorisation d'émettre le programme Cause Commune. Tu trouves ce travail, donc c'est situé où d'ailleurs physiquement? À la Défense. À la Défense, c'est ça. Donc tu vas en costume cravate? Pas du tout. Pas du tout, ok. Bon. Non, mais j'y vais comme ça. Alors il est très radio, Olivier. Il me montre en fait son jean troué. Attends, on est en vidéo là. Voilà, il y a un jean troué. Je sais pas, non, on voit pas mon truc. D'accord. Ouais. Et donc tu travailles et en parallèle tu continues Radio ici maintenant? Le week-end du coup. Le week-end, d'accord. Ouais. Absolument. Alors j'arrête à un moment parce que ça devient un peu complexe entre la petite et voilà les rythmes qui commencent à devenir un peu compliqués quand même. Même si très honnêtement ça se passe très bien les 15, 16, 18 premiers mois. C'était compliqué d'assumer en plus une émission de radio, donc je dis à Deplège à l'époque, je fais bon écoutez là j'arrête, on verra plus tard. Et du coup j'arrête totalement la radio entre 2005 en gros et 2009. D'accord. Et donc tu fais que de l'activité professionnelle à la Défense en 3-8 voilà. Je gère ma carrière à la Défense. Tu gères ta carrière puisque voilà. 18 mois plus tard je deviens responsable du service. Tu montes en grade quoi. Voilà. Et tu restes dans la même société ou tu changes de société? Ah non, je reste dans la société 13 ans. 13 ans, ok, d'accord. Ouais. Et donc je finis très cher payé et donc 13 ans, tu finis quand? C'est en 2014. 2013, ouais. Ok, donc juste un peu avant la création de Libre à toi dont on va parler. Ouais. Et donc tu reprends la radio à quel moment en fait? En 2009. Tu reviens à Radio ici maintenant? Ouais, en 2009. Donc, faire quoi? Uniquement pour les week-ends. D'accord, 2009. Et c'est là que je crée ce qui s'appelle aujourd'hui ici Cyberculture. Ah, donc l'une des émissions phares. Ouais, qui s'appelait en fait à la base Hotline.
Et en fait, parce que le rendez-vous de 14-16 heures avait pas vraiment évolué, c'était toujours sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais ce qui est bien dans la radio associative et je l'espère, on continue de retrouver sur Radio Cause Commune, c'est que si un rendez-vous dans son esprit et sa thématique perdure, il se transforme en fonction de la personnalité de celui ou celle qui l'anime. Et à la base, c'était Mao et ses nouveaux médias, là, où il nous saoulait avec les aléas, les machins, la bataille des ondes, machin. Alors quand je dis il nous saoulait, etc., c'est que en fait, c'est tout à fait ironique parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de relancer ce combat, évidemment. Et puis après, Mao est allé faire autre chose et du coup c'est le mec qui avait à l'époque juste en face de la radio, Richard, une boutique d'assistance et d'aide informatique, qui s'est retrouvé derrière le micro pour lui aider, dépanner les gens en direct sur leurs problématiques informatiques. Et du coup, moi, quand je l'ai repris en 2009, j'ai fait un petit peu la même chose, mais pas forcément sur le matériel, surtout sur les questions de logiciels, etc. On a fait notre première install party en public chez Ici et Maintenant en 2009. Donc après, c'est qu'une install party, c'est que les gens pouvaient venir avec leur ordinateur et que vous les aidiez à installer un système d'exploitation libre et des logiciels libres. Sachant qu'avant, et on a eu plein de monde, c'était génial. Et d'ailleurs, j'avais embarqué un de mes collègues de la boîte dans laquelle je bossais à l'époque, Fabrice, si tu nous écoutes, qui avait géré avec moi cette install party, et c'était vraiment chouette, sachant qu'avant, moi, je faisais des heures d'antenne où je faisais installer, alors là, c'était pas en physique, il y avait pas de vidéo, etc. Je faisais installer les gens, je faisais installer Ubuntu sur les postes des gens en direct à partir d'un CD. Je les accompagnais sur l'installation de Ubuntu à la radio, quoi. Ouais. C'était assez drôle. Et donc voilà. Et donc évidemment, me connaissant, forcément, très rapidement, à cette partie hotline, s'est ajoutée une partie un peu éditorialisée autour précisément des questions de la vie privée et des questions politiques, en fait, autour du logiciel et du logiciel libre. Alors on va faire une pause musicale avant d'aborder la partie libre à toi, cause commune, etc. Juste une réponse à la question de Julie, est-ce qu'il y a des archives qui existent de Ici et Maintenant? Oui. Compliqué là. Alors peut-être sur archive.org et encore, on sait pas trop. Okay. Ouais, là très honnêtement, moi perso, j'ai jamais été dans l'archivage, etc. Je sais pas ce qu'il en est resté. Du coup, maintenant, Radio Ici et Maintenant est morte. Je sais pas ce que sont devenues les archives. D'accord. Bon, on va faire une deuxième pause musicale. Nous allons écouter de Beau Dimanche par Marion Rampal et Bertrand Belin. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues? Mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fer, presque à ton bras, 2 pas pour le bal, 3 sur le côté, passer lentement, sous le ciel qui change ses habits, sans faire de beaux dimanches, sans faire de beaux dimanches. 12 heures puis le reste, en nous ça tourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui au matin me mord le bras, les cieux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle
des yeux les parallèles. Les suivre jusqu'au ciel Et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. Sans faire de beau dimanche. Cause commune 93.1. Nous venons donc d'écouter de Beau Dimanche par Marion Rampal et Bertrand Belin. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM et en DAB+, partout, en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm. Si vous souhaitez intervenir, poser une question, vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Chemin de Traverse. Et nous sommes toujours avec Olivier Grieco, le directeur d'antenne bénévole de Cause Commune, et nous n'en sommes toujours pas à Cause Commune dans son parcours. On va essayer d'y arriver parce que bon, comme vous le dites, comme vous vous rendez compte, il est très très bavard, mais en même temps le parcours est très intéressant. Juste avant la pause musicale, on annonçait les fameux actifs. L'émission de l'April est renouvelée, Fred. Alors c'est 15h30, libre à vous chaque mardi. Donc l'émission du samedi que tu faisais donc sur Radio Ici Maintenant, et notamment la Hotline. 2015, donc tu quittes Radio Ici Maintenant. 2013. 2013, ok. Ouais. Et 2015, tu crées... Et je quitte mon job à la Défense aussi. Et tu quittes ton job à la Défense. On va essayer d'arriver au bout de l'émission par rapport au planning prévu, qui est donc 23h30. Et donc tu crées Libre à toi. Ouais. Alors avant de parler de Cause Commune, en fait, avant Cause Commune, il y a une association qui s'appelle Libre à toi. Pourquoi Libre à toi ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, alors à la base, jamais dans ma tête, dans mon esprit, il n'a été question de créer une radio FM. Pour une simple raison rationnelle, que la bande FM à Paris, en tout cas, on le sait, est saturée, que la dernière radio à avoir obtenu une fréquence, c'est Fréquence Paris Pluriel, sur 106, je sais pas combien, 106 quelque chose. Bref, il n'était pas question pour moi d'imaginer créer une radio FM. En revanche, ce que j'ai eu envie de créer après quelques années à la Défense, avec une progression de carrière plutôt enviable pour n'importe qui. Franchement, tu démarres à 1700 € brut, tu finis à 5500 net. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, respect. Ouais, oui, okay. Mais entre-temps, la bulle Internet a été ce qu'elle était. Les boîtes, ce sont les startups où on était, moi quand je suis rentré dans cette boîte, on était 15, je faisais les nuits, j'avais avec moi les développeurs en fait qui dormaient sur place. C'était une ambiance vraiment géniale. Bon, sauf qu'entre-temps, les patrons ont décidé de s'exiler aux États-Unis, d'ouvrir une filiale et d'importer du coup les méthodes de management américaines en France, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit stop. En fait, moi je vais pas être un manager Excel. Quand j'ai quitté cette boîte, j'avais 3 services sous ma direction et un middle management venant d'Oléane venait m'expliquer, un ex d'Oléane des années 2000. C'était un fournisseur de services internet. Des années 2000, un casseur de coups venait m'expliquer qu'il fallait que je fasse des fiches Excel pour l'activité de mon service, Et je lui ai dit mais va te faire foutre, mec. Et du coup maintenant je suis allé voir la patronne et je lui ai dit écoutez, Véronique, elle s'appelle Véronique, maintenant il va falloir que je parte. Combien ça coûte ?
Voilà, et donc ça a mis un peu de temps, mais bon, mon idée c'était évidemment de passer à autre chose. Donc je suis passé à autre chose. Alors j'ai eu un égarement de 6 mois chez un concurrent de cette entreprise qui très rapidement, alors que je quittais la boîte, m'appelle pour me dire mais viens chez nous, machin. J'y suis allé, j'y suis resté 6 mois, je me suis barré et parce que j'avais en tête cette idée de Libre à toi. Alors Libre à toi, c'est quoi ? C'était à la base une association que j'envisageais comme une plateforme transmédia. J'avais envie de créer une plateforme web où on pouvait à la fois en fait, c'était un peu un pure player, c'était le Mediapart avant Mediapart en fait. Non mais en vrai, on n'invente rien, tu sais, on est de son époque et on imagine les choses qui correspondent à ton époque. Moi, ce que je voulais, c'était un magazine en ligne de toutes les alternatives. Parce que je pressentais déjà, et on est en plein dedans en 2024, cette chape idéologique qui nous explique que faire les choses, c'est comme ça qu'on procède et pas autrement. Voilà. J'avais envie que de ces papiers un peu spécifique sur des alternatives dans le monde de l'éducation, de l'alimentation, de tous les sujets que tu peux imaginer quand tu es un individu lambda et que tu vis au quotidien, se poursuivent sur des événements in situ où on pourrait recevoir en table ronde, physique, en table ronde des gens pour organiser des conférences, etc. Et aussi que ça se prolonge sur des émissions de radio que je n'envisageais que sur le web. Donc une web radio. Une web radio. Et du coup, c'est un peu le projet que j'ai essayé de construire. Et il se trouve que quand j'ai quitté donc du coup la deuxième boîte 6 mois après avoir quitté la précédente, je me suis engagé auprès de l'ANPE du coup à l'époque encore dans un process de créateur d'entreprise. Parce que tu voulais créer une entreprise ou c'était pour gagner du temps ? C'était un peu pour gagner du temps parce que moi je voulais pas créer une entreprise parce que je suis trop fainéant pour ça. En fait, moi à la base je voulais créer une asso, mais voilà. Mais en fait, il se trouve que il y avait encore à l'époque une expérimentation dans l'agence ANPE du 12e. Un parcours spécifique de créateur de projets en fait, d'entreprise. Donc voilà, je me retrouve devant un conseiller qui me dit projet intéressant, voire machin, aucun jugement sur ce que ça devrait être, une asso, une boîte, pourquoi pas, enfin bref. Et donc du coup, je m'engage pendant 2 ans, hein. Le temps de, à l'époque c'était 27 mois je crois Oui, c'était assez long, on avait de la chance à l'époque. C'était 27 mois ce qu'on appelait l'ARE je crois, qui correspondait plus ou moins à 60% de ton revenu. ARE c'est retour à l'emploi et EA c'est quoi ? Allocation de retour à l'emploi. Allocation de retour à l'emploi, voilà. Et je crois que c'était à peu près 60% de ton revenu en tout cas au début et puis ça dégraissait. Mais en tout cas, il y avait à l'époque cette expérimentation qui te permettait de tester ton parcours de créateur d'entreprise. Et du coup, je me suis retrouvé dans le cadre de ce parcours à faire un stage. Alors je sais plus où c'était, mais c'était pareil, c'était à Montgalais, bref. Rue Montgalais. Ouais, c'était à Montgalais et c'était pour c'est quoi, c'est le 12e hein. Ouais. Et c'était c'était une formation en fait d'1 mois cadrée pour apprendre les rudiments de la chefferie d'entreprise, à savoir les comptes, les machins, les trucs, bon bref. Donc on a eu des cours de compta, des machins, blablabla.
Et à la fin de ce mois-là, t'avais, à l'époque, ça existait encore, je sais pas si ça existe encore, ce qu'on appelait les incubateurs ou qui venaient en fait écouter la restitution des projets. Et il se trouve que moi, en restituant mon projet Libre à toi, j'ai un incubateur qui me dit mais il a l'air cool ton projet, on veut bien te suivre. Et du coup c'était 2 fois 6 mois en fait, une fois 6 mois, une fois 2 mois, une fois 6 mois, donc ça faisait 12 mois. Et en fait, c'est grâce à cet incubateur, c'était la BGE Paris, j'ai eu une conseillère qui m'a accompagné en fait dans la construction de la structure Libre à toi. Et c'est avec elle en fait que j'ai écrit les statuts que j'ai finalement, qu'on a du coup collectivement, parce qu'après je suis allé chercher des camarades en disant voilà les statuts, est-ce que ça vous intéresse, on monte le truc. Et du coup c'est avec elle que j'ai construit le modèle Libre à toi. Mais qui au final n'est pas une société, mais une association. Oui, mais on était parti là-dessus on a construit avec elle le projet Libre à toi associatif tel qu'il est toujours aujourd'hui existant et tel qu'il a été autorisé par le CSA à l'époque pour porter une radio qui s'appelle Cause Commune. Oui, mais alors avant Cause Commune, alors quand tu es professionnel, tu regardes le temps, tu vois qu'on est plus très loin de la fin de l'émission. Mais donc Libre à toi, d'abord, ça a été comme il y a eu la web radio au départ, qui a commencé par exister, parce que c'est nous, on s'est rencontrés à ce moment-là en fait, vu que voilà sur. Mais du coup, avant Cause Commune, il y a eu quand même la web radio. Mais absolument. Qui s'appelle Libre à toi. Du coup, à l'issue de ces 9 mois à la BGE Paris, je vais chercher certains de mes camarades de Ici et Maintenant, et je leur dis, à une époque où, mais c'est le cas de beaucoup de, c'est le cas de la vie des radios associatives, il y a toujours des renouvellements, etc. Là, c'était une époque où ça puait un peu en termes de renouvellement, et sur celles et ceux qui étaient restés, je leur propose, je leur dis, voilà, moi j'ai ce projet-là, il est écrit, on peut déposer ensemble les statuts, lançons-nous. Et donc du coup, on s'est retrouvé à 6 à déposer en juin 2015 les statuts de Libre à toi. Il nous a fallu du coup chercher des locaux. Et pour pouvoir lancer le site web, lancer la possibilité de ces événements publics, etc. Et lancer la web radio. Ce qui a été fait du coup entre juin et octobre, où on s'est retrouvé dans des locaux au Grand Voisin, dans le 14e arrondissement de Paris, d'où la rencontre avec Plateau Urbain. Aujourd'hui, tu es directeur des systèmes d'information, parce qu'on n'aura pas le temps de détailler. Non, mais peu importe, mais voilà. À titre professionnel, donc voilà. C'est en cela que Plateau Urbain, parce que c'était à l'époque une association Plateau Urbain, et elle était mandatée par la mairie de Paris, avec 2 autres associations que sont l'association Aurore et Yes We Camp, pour organiser l'occupation temporaire de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement avant le renouvellement urbain qui allait suivre, etc. Et que des locaux étaient à disposition. Donc on s'est retrouvés là-bas à avoir nos premiers locaux, à pouvoir organiser nos premiers événements. Alors ça s'est traduit par quoi? Des install parties, beaucoup les samedis après-midi. Ça s'est traduit par des conférences qu'on a organisées avec notamment la Quadrature du Net, qui pendant cette année-là, a pu organiser ses quadrapéros là-bas, d'ailleurs. La Quadrature du Net, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une association de défense des libertés sur Internet, en fait. On a organisé également un festival venu des Hackerspace, le festival Poop. Alors ça, c'était en 2016. Alors Poop, ça veut dire caca, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris la blague. Et voilà. Et puis on a fait évidemment d'autres événements. Et puis on a lancé la web radio en janvier 2016. Voilà. Donc web radio, mais arrive ce qui ne devait pas arriver. Non.
Parce que comme tu disais tout à l'heure, FPP, donc Fréquence Paris Pluriel, était la dernière radio à avoir eu une fréquence FM il y a longtemps à Paris. Et là, tout d'un coup, le CSA, une radio s'arrête, c'est Radio Pays, qui a une demi-fréquence 93 points avec Radio Aligre. Donc une demi-fréquence se libère, le CSA ouvre un appel, et là... En juillet 2016. En juillet 2016, et là, Olivier Gréco se dit... Eh ben on va déposer un dossier. Ce serait bête de pas y aller. Ce serait bête de pas essayer. Tout à fait. Et donc, donc, tu te lances. Pourquoi et est-ce que tu y crois vraiment? Alors, moi, à partir du moment où je fais un truc, j'y crois. D'accord. C'est un peu la base. C'est-à-dire que là, je trouve ça super provoquant d'y aller, voilà, sur une méconnaissance du système global qui te permet de te dire que à un moment donné tu vas te choper une fréquence FM à Paris, enfin voilà. Donc là moi tout ce qui si tu veux un petit peu d'intime, Frédéric Couchet dans je cette veux bien émission, un peu d'intime à 23h09. moi à partir 10, je sais pas, elle est pas à l'heure. Si tu veux, moi tout ce qui est susceptible de m'amuser, j'y vais direct. Là, je me dis, il y a matière à se marrer, quoi. Et donc du coup, je le propose, parce que en fait, le truc, c'est que je prends jamais les trucs au sérieux. C'est, t'as une proposition, de base, tu te dis que c'est juste pas possible. Et pourquoi ça le serait pas, en fait? Tu prends pas au sérieux, mais néanmoins, tu passerais, si tu as de la fréquence d'une web radio, à une web radio un bassin d'auditorat de 6 millions de personnes en Ile-de-France. Ouais, mais ça, j'y pense pas, en fait. Ok, d'accord. Bon. Donc tu déposes le dossier avec tes camarades. Ouais, alors on dépose le dossier. Alors c'est 3 mois après, le dossier, c'est fin septembre. Donc moi, je leur dis, là, il y en a déjà quelques-uns qui sont partis parce que évidemment, Libre à toi n'a pas de modèle économique. On vit cette année-là sur un financement participatif qu'on a lancé à la mano. Donc on fait cette année avec 15 000 euros qu'on a récupéré en financement participatif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on quitte les grands voisins, parce qu'on n'a plus de sous, et que ça coûte quand même 800 balles par mois. Enfin, c'est pas rien non plus. Et puis qu'il y avait plein de soirées qu'on avait organisées entre temps, et que du coup 15 000 balles, c'est pas grand chose. Et du coup voilà. Donc il y en a certains qui étaient dans le truc où ok, t'es gentil Olivier, mais tu nous avais promis, alors moi j'ai rien promis à personne, j'avais promis du fun, pas de l'argent. Et du coup moi j'ai besoin d'un boulot, ok, va chercher un boulot, enfin tu vois. Et donc voilà. Et du coup on n'était plus que 3 à la fin. Pour le dépôt de ce dossier, qu'on termine de rédiger, de mettre en page. Là encore, merci Catherine, puisque c'est elle qui a fait le InDesign à 5h du matin, le jour même du rendu du dossier qu'on devait rendre à 17h à l'Arcom. Alors c'était le 29 septembre, je crois, 2016. Donc vous déposez le dossier. Tu sais combien il y a d'autres candidatures? Alors déjà on a fait un truc. Déjà dès le début on a cassé les codes en fait de la candidature auprès de l'Arcom. En fait moi mon truc, je m'étais dit il va y avoir plein de gens qui vont candidater sur cette fréquence et ils vont tous dire la même chose. Donc on va dire exactement l'inverse. Voilà. Et c'est peut-être notre chance de l'avoir. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu public notre candidature. Ça, c'est le truc, tu le fais pas en fait. Personne ne fait ça. Bah non, personne ne fait parce que chacun croit avoir un truc à préserver. Un secret. Voilà. Et il se trouve que du coup, on monte un site en un week-end avec Catherine, on fait ça tous les deux, on monte un site en un week-end en plein été pour recueillir des témoignages. D'ailleurs, c'est le site qui s'appelle ensemble.libre-a-toi.org aujourd'hui et qui est encore en ligne, où en fait on recueille des témoignages. On reçoit plus de... Et vous faites un appel à soutien. Qui reçoit plus de 500 soutiens. Donc déjà, le dossier de l'Arcom, on file toutes les impressions des 500 messages. Voilà, bref. Donc ça, c'est le premier truc. Après, combien ont candidaté? Ouais, une quarantaine de projets ont candidaté. Après, il y a d'autres trucs.
sur le dossier lui-même, moi je savais qu'il fallait absolument pas être neuneux, pas balancer. Alors c'était une asso, donc en fait quand tu déposes un dossier à l'Arcom, t'as deux parties, la partie éditoriale et puis la partie modèle économique. Bon bah moi de base je leur dis nous notre truc c'est que on va essayer de fonder un modèle économique qui va pas reposer sur de l'argent public. Donc déjà dans mon prévisionnel de 3 ans, je mets 0 subvention. Mais par contre, je dis libre à toi, elle peut elle peut déployer de l'internet, faire de la prestation. Ouais, elle peut faire de la presta, etc., etc. Voilà. Après, dans le dossier, je dis, en fait, la SACEM, ça nous emmerde, donc nous, on va militer contre la privatisation des droits d'auteur. Donc, en fait, on va pas payer la SACEM. Ça, c'est dans le dossier que l'Arcom a accepté. Hein. Ah, ça, c'était dans le dossier. Ah, mais bien sûr. Alors que c'est une obligation. Mais bien sûr. D'accord. C'est dans le dossier. Ça, okay. Ah bah tu peux reprendre le dossier original. Voilà. Donc nous on va passer de la musique libre, machin, blabla. On va promouvoir, machin. Bref, j'étais à fond dans mon truc pour casser en fait complètement les codes que le CSA pouvait attendre, et surtout ils allaient recevoir un certain nombre de dossiers et c'était évident que ça allait être les mêmes dossiers pour tout le monde, quoi. Et donc voilà, donc on dépose le truc le 29 septembre. Alors en plus très fin, on arrive à 16h15 au CSA, Tour Mirabeau dans le 15e arrondissement. Ce à quoi on s'attendait pas, c'est qu'il y avait plein de monde et que c'était par ordre d'arrivée. Et que si on n'était pas dans les 17h, c'était mort, quoi. Et donc on prend un petit verre, et puis là t'as une nana à 16h55 qui descend, qui vient nous chercher. Donc c'est la secrétaire générale du CSA à l'époque, de l'Arcom aujourd'hui, c'est toujours la même, Angélique Ursulé, à qui je fais plein de bisous, qui nous fait monter dans une salle avec une vue sur la Seine et tout, c'est très et donc qui commence à prendre notre dossier. Donc elle regarde le dossier, et elle me dit mais ils sont où les statuts de l'association? Vous aviez oublié ça? On avait oublié. Alors j'avais mis le casier judiciaire, j'avais mis la grille de programme fantasmée de Cause Commune, j'avais mis tout un tas de trucs, mais pas le truc légal, quoi. Mais ouais. Voilà. Et elle me dit mais c'est une pièce éliminatoire. Oh putain. Mais par chance, elle a l'imprimante dans son bureau et absolument. J'avais pas d'ordi, mais par contre du coup j'appelle Catherine qui dormait parce que du coup on avait fait une nuit blanche. Donc j'appelle Catherine. Je dis putain, il faut que tu ailles sur mon ordi, que tu m'envoies, tu envoies à telle adresse le machin. Et donc voilà. Et du coup en plus à l'époque j'étais sur un Linux. Catherine connaissait pas Linux, donc bref. Et donc trouver le truc machin. Et donc Angélique a reçu le machin et a imprimé notre dossier et a accepté notre candidature. Donc ça c'est septembre 2016, comme il faut avancer. Ouais, mars 2000. La sélection, l'annonce c'est mars 2017. Ouais. Donc là c'est champagne, bière, tout ça. Bah même pas parce que je suis tout seul à l'époque. Tout seul avec Catherine. Bah absolument. Mais en fait, je me souviens très bien, Fred, que c'est toi qui m'annonce la nouvelle. Oui, en parce fait. que moi je l'ai vu, parce que moi je l'ai vu sur la officielle tous les jours. Et en fait, c'est ça qui est absolument dingue. J'étais à l'époque dans des locaux temporaires qu'on avait chez nos camarades de Plateau Urbain dans le 20e. Voilà, j'étais en train de, je sais plus quoi faire et je vois. Alors je sais pas si tu m'avais envoyé un SMS ou si c'était un tweet ou machin. Et je vois Cause Commune sélectionnée. Ouais, ok. Et du coup, là, ça a été génial parce qu'en fait, le truc dingue, c'est que la dernière personne qui faisait encore partie de Libre à toi à l'époque avait envoyé sa démission la veille. J'avais reçu la veille. Donc, j'étais tout seul.
quand l'Arcom a dit, enfin quand le CSA a dit machin, on n'était plus que 3 en fait. On avec avait William aussi. Voilà, on était William. Catherine, William et moi. Alors William, c'est l'émission c'est Cyberculture à 14h Voilà. le samedi. Et donc on se retrouvait. Alors et du coup quelques minutes après, en fait, c'est Angélique Ursulé du CSA qui m'appelait pour me dire bravo, machin, blablabla. Ça va se passer comme ça, machin. Mais le premier à me l'avoir dit, c'est toi, en fait. Moi, je n'étais pas au courant. Et voilà. Et donc, on se retrouve le 17 mars 2017 avec une fréquence, pas de locaux, pas d'équipe. Oui, parce qu'il faut quand même, pas d'argent. Il faut quand même une grille de programme, il faut un studio, tout ça. Pas d'argent, etc. Et donc, du coup, voilà, ça a été la course entre mars 2017 et novembre 2017. Pour la mise en long de Cause Commune. Ouais, parce que en fait ça a été assez long. Alors mars 2017, je sais pas si ça vous évoque un truc, mais c'est l'élection présidentielle du caudillo de la France là, Emmanuel Macron. Et du coup l'Arcom avait, enfin le CSA à l'époque avait un peu autre chose à faire, et en fait on a construit la convention en juillet seulement avec l'Arcom, enfin avec le CSA à l'époque, et du coup l'autorisation officielle a été publiée le 4 octobre 2018 au journal officiel, et on avait 2 mois pour commencer à émettre. Alors, comme il reste vraiment très peu de temps, quelques minutes, je vais te faire un défi. Tu as expliqué effectivement dans ton dossier, tu disais on aurait recours à aucune subvention publique. Néanmoins, comme la plupart des radios associatives, il y a le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui représente une bonne partie du budget de la radio. Donc, est-ce que tu peux expliquer en une ou deux phrases ce que c'est, et surtout quelle est la situation actuelle par rapport au projet de loi de finances, sachant qu'on en reparlera en détail dans d'autres émissions de Cause Commune. Voilà. Ouais, notamment avec Eugénie Barbezin, voilà. Dans un Liberté sur parole. Mais alors, oui. Alors, quand je dis pas de subvention publique, c'est-à-dire que déjà à l'époque, moi j'étais très critique sur la loi de 86. Et le fait que elle ait pas évolué quant au statut permis par les radios associatives. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que une radio associative sous le coup de la loi de 86 est considérée par rapport à l'accès aux fonds publics au même titre que une EMJC, que Antanac, qui sont nos voisins au 18 rue Bernard Dimet, etc., etc. Bon, là, moi, je me voyais pas en tant que radio, média à construire, aller chercher absolument les fonds locaux ou régionaux qui allaient concerner de l'action sociale, qui était par ailleurs bien mieux fait par des associations orientées sur l'action sociale. Donc c'est pour ça que j'avais exclu ce type de financement, en me disant que peut-être après on pourrait lancer cet autre combat de la révision de la loi de 86 et de la reconnaissance véritable d'un statut pour les médias que nous sommes, représentants du tiers secteur de l'audiovisuel. Bref, il y a quand même un fonds qui me semble engager l'État et qui me semble pertinent, c'est celui qui concerne le ministère de la Culture, qui est consubstantiel en fait de la création des radios libres, et qui est le fameux fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors je vais pas rentrer dans le détail de ce fonds, mais il se divise en plusieurs subventions, dont une qui est la subvention d'exploitation, qui est en fait une subvention automatique liée à une assiette correspondant au budget que vous déclarez auprès du ministère de la Culture lié à l'exploitation radio, l'ensemble des produits, voilà. Vous faites tant de produits, entre tant de produits et tant de produits, vous avez tant de subventions, entre tant de produits et tant de produits, vous avez tant de subventions. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans c'est quoi l'exploitation radio, c'est quoi machin, bref. Bon. Voilà, on reçoit de l'argent, sauf que là, il y a le projet de loi de finances 2025 qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Alors,
ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, jusqu'en au moins 2007, le fonds de soutien à l'expression radiophonique était géré était à l'équilibre automatique, puisque il était géré sur la ponction des recettes, une partie des recettes publicitaires des réseaux commerciaux. Bon, il se trouve que Sarkozy est passé par là, il avait un ami, Lacardère, tout ça, et ça a changé, 2009, machin. Donc finalement, les recettes publicitaires sont passées dans le giron direct du ministère, mais elles ont été baissées en cours de route. Bref, donc du coup, le fonds de soutien n'est plus devenu indépendant, mais lié en fait aux orientations politiques et à une dépendance évidente en termes de décision. Il faut aussi considérer que la radio hertzienne aujourd'hui, c'est à la fois l'AFM, mais c'est aussi le DAB. Donc c'est plus de radio. Puisque si on est saturé sur la bande FM, on augmente l'offre possible en DAB, et toutes ces radios sont elles aussi éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique. Jusqu'à 2024, ce fonds de soutien à l'expression radiophonique se maintenait à entre 30 et 34 millions d'euros. Ça concerne quasiment 800 radios. Et là, Rachida Dati a décidé sur la mission média, dont l'activité radio du coup représente que 4% de l'ensemble de ce fonds quand même, il faut le noter, baisserait de 35%. Donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique entre 2024 et 2025, alors qu'il parvenait à peine à servir l'ensemble des radios, va passer de 35 millions à 24 millions. C'est ça, hein. C'est ça, ouais. Non, parce que je sais que toi, tu as les chiffres, alors que moi, je les ai vaguement. Voilà, donc ça veut dire nécessairement que le budget 2025 de beaucoup de radios ne va pas leur permettre de continuer d'exister sur la bande FM ou même en DAB. Alors, il faut savoir que les syndicats de radio se mobilisent, que vous qui nous écoutez, auditrices et auditeurs, vous pouvez vous mobiliser tout simplement. Hein, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, assemblée-nationale.fr, vous cherchez votre député, tout simplement par rapport à votre ville, et vous pouvez lui envoyer un message en lui disant que, par exemple, vous écoutez Radio Cause Commune, ou vous écoutez à Lyon, je sais pas moi, Radio Canu, parce qu'on va avoir une émission tout à l'heure après, vous expliquez en une phrase ou deux pourquoi cette radio vous paraît importante, et vous signalez que actuellement, dans le projet de loi de finances, comme vient de l'expliquer Olivier Grieco, ça va passer de 35 millions à 24 millions, donc mettre en danger une bonne partie des 750 radios associatives. Là, en fait, selon les syndicats, il y en a deux aujourd'hui, la SNRL et la CNRA. Donc, comme d'hab, comme la CFDT et la machin, t'as la droite, t'as la gauche. Bref, et du coup, ils estiment que c'est 70 à 80% des radios qui vont disparaître, en fait. Alors, sur Cause Commune, comme t'as pas les chiffres, donnez-moi, mais peut-être que je vais me tromper, je crois que c'est 80% de notre budget de fonctionnement, c'est le fonds de soutien. Un peu moins, c'est 60. Moins. Ouais. Voilà. Nous, on est entre 60 et 70. Voilà, 60. Sachant que Radio Cause Commune fonctionne qu'avec des bénévoles, donc ça paye en fait les loyers, la diffusion c'est FM. Attends, et transparence. Il est 23h27. Une minute. 39 900 euros, c'est la subvention qu'on a eue l'année dernière. 35 000 de FSER plus la bonification pour la double diffusion, puisque depuis 2023, donc ce qu'on a touché, le FSER prend en compte la double diffusion DAB et FM. C'est simple, rien que la diffusion DAB et FM pour Radio Cause Commune, c'est déjà 25 000 euros par an. Son loyer, c'est 2 800 euros par trimestre. Donc faites le compte, on a déjà consommé la subvention. Voilà. Là, je viens de recevoir, si vous voulez nous aider, d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Je viens de recevoir la facture EDF des derniers 90 jours, 590 euros. Voilà. Ça, c'est tous les 90 jours, 590 euros. L'Internet, c'est 2 lignes fibres, voilà, qui nous permet de vivre. C'est 160 euros par mois. Voilà, c'est juste ça. Et donc, vous avez fait le compte, là, on est déjà aux 39 900 euros.
Voilà, d'où l'importance de ce fonds, Ouais. d'où l'importance de se mobiliser, mais on en reparlera dans l'émission, dans une émission de Cause Commune, dans plusieurs émissions de Cause Commune. Olivier, on a presque réussi le défi de tenir l'ordre du jour de la réunion. En fait, je me suis retenu de péter ton émission et de nous emmener jusqu'à 3h du matin. Ça, moi, tu vois, l'avantage, c'est que c'est moi qui décide et Julie qui est en régie. Surtout qu'on a après une émission très sympa. Donc, il est 23h28-20. Je vais essayer de faire la désannonce correctement. En tout cas, un grand merci, Olivier, pour ta participation. Non, merci à toi, Fred. L'émission va bientôt se terminer. Vous pouvez vous abonner au podcast, à la lettre d'actu de l'émission. Les infos sont sur le site causecommune.fm. Chemin de Traverse est en direct tous les mercredis à 22h. Merci à vous d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à faire des retours. Un formulaire des contacts est disponible sur la page de l'émission sur le site causecommune.fm. Juste après l'émission, à 23h30, une émission inédite de Minuit décousu. Alors, Minuit décousu est originellement diffusé sur Radio Canu à Lyon et rediffusé sur Cause Commune. Il va être question d'Émile, un petit gars des faubourgs qui meurt au bagne de Cayenne en 1911 après être passé par tous les lieux d'enfermement des mineurs. Donc c'est juste après à 23h30, Minuit décousu. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 23 octobre 2024 à 22h. Salut et solidarité.